Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition, en ma compagnie, si vous le voulez bien, et on commence par le sommaire. Pendant 2 jours, ombudsman et médiateurs de la francophonie se sont réunis au Novotel autour d'une rencontre internationale. Pendant ces 2 jours, plusieurs thèmes ont été abordés, tels que la protection des droits des générations futures ou encore la protection des droits en période de pandémie. Ça vous paraît un peu nébuleux dit comme ça? Ne vous inquiétez pas, notre invité Annie Soud va vous développer tout cela. Comment se porte la SBM? Comment ce groupe voit son avenir? Comment redynamiser cette période estivale alors que la crise sanitaire laissait prévoir une amélioration, mais que finalement le variant Delta fait des siennes? Pour répondre à ces questions, nous serons avec le président du groupe Monte Carlo SBM, Jean-Luc Biamonti. Dans les opérations de désengorgement aux entrées de la Principauté, la nouvelle bretelle de Beausoleil est une des solutions. La cérémonie de la pose de la première pierre vient d'avoir lieu. Nous aurons la réaction dans ce journal du ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, ainsi que des riverains de la Turbie concernés par cette nouvelle desserte routière. Et enfin, nous vous ferons découvrir la 3e édition de la Monaco Art Week qui se déroule du 13 au 18 juillet dans les différentes galeries de la Principauté. Voilà pour les titres. La rencontre internationale des ombudsman et médiateurs de la francophonie vient de se dérouler à l'invitation du Haut Commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation monégasque. Un médiateur, on sait ce que c'est. En revanche, un ombudsman, qui vient du suédois, est une personne chargée de défendre les droits des citoyens face au pouvoir public. Pour nous expliquer tout cela, nous sommes avec Annie Soud. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes ensemble pour parler des rencontres internationales des ombudsman et médiateurs de la francophonie, puisque depuis 2 jours, il y avait des rencontres organisées en Principauté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que les ombudsman, déjà je ne sais pas si je le dis bien, et les médiateurs de la francophonie? Globalement, les ombudsman et les médiateurs, ce sont, comme le Haut Commissariat à Monaco, des institutions de protection des droits qui viennent en aide aux citoyens dans leur rapport avec les pouvoirs publics et qui peuvent être chargés d'autres missions spécifiques comme la défense des droits de l'enfant ou la mission de lutte contre les discriminations, comme c'est notre cas à Monaco. À quoi sert ce type de réunion, très concrètement, qui vient d'avoir lieu là pendant 2 jours? Ça, c'est une réunion qui a lieu dans le cadre de nos réseaux de coopération à l'international. En l'occurrence, il s'agit de l'AOMF, donc ce sont les médiateurs et ombudsman de la francophonie. En 2008, j'ai été élue pour occuper un siège au conseil d'administration de ce réseau francophone. Et en fait, il me tenait à cœur, quand j'ai fait ma proposition pour intégrer le conseil d'administration, de pouvoir impulser des thématiques de réflexion, et en particulier une qui est chère à Monaco et à notre souverain, qui est la thématique environnementale. Et c'est pourquoi nous avons porté pendant plusieurs mois le projet de tenir cette grande réunion autour d'un sujet assez prospectif qui est la protection des droits des générations futures. Et l'idée était de nous interroger par rapport aux évolutions qui ont lieu en ce moment, par rapport à la nécessité d'agir urgemment contre le changement climatique, de prendre en compte l'urgence environnementale. Comment est-ce que nous, protecteurs des droits, qui œuvrons au quotidien pour la défense des droits individuels des citoyens, on pouvait s'inscrire dans cette mouvance pour commencer à sensibiliser autour de la prise en compte d'un intérêt plus collectif, qui est l'intérêt général des générations à naître, donc des générations futures. Alors vous le dites, protéger les droits des générations futures, c'est-à-dire quels sont les exemples de droits qui pourraient être bafoués pour ces générations-là? Clairement, l'idée, c'est de dire que la préservation des ressources de la planète, la protection des personnes et plus largement du vivant, c'est une condition sine qua non pour que les générations à venir, donc les très jeunes aujourd'hui, et puis les générations qui naîtront demain, puissent continuer d'habiter une terre qui leur permette de vivre, tout simplement, et puis de continuer d'exercer leurs droits et leurs libertés, qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais comment est-ce que l'on fait respecter ces droits-là? Est-ce que vous êtes écouté? C'était tout l'objet de nos discussions, c'était de savoir comment on pouvait se positionner par rapport aux associations militantes, par rapport aux collectifs citoyens, par rapport à la justice qui commence maintenant de plus en plus dans un nombre grandissant de pays à suppléer l'inaction des États en les contraignant à accélérer les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Comment est-ce que nous, qui sommes porteurs de la voix des citoyens, des particuliers, on pouvait agir par rapport à cette problématique? Mais
l'optique, c'était vraiment de sensibiliser autour de cette urgence et de la nécessité d'avoir un maillage d'organes, d'institutions qui puissent faire prendre en compte l'intérêt des générations futures dans les politiques publiques telles qu'elles sont mises en œuvre aujourd'hui. La seconde journée était consacrée aux enjeux liés à la protection des droits fondamentaux en période de pandémie. En quelques mots, c'est-à-dire ? En quelques mots, on retrouve en fait les mêmes problématiques dans la plupart de nos pays francophones, avec peut-être une petite nuance pour les pays d'Afrique, mais on se rend compte que la pandémie a accru les inégalités, qu'elle a accru la pauvreté, qu'elle a occasionné du décrochage scolaire, toutes les problématiques auxquelles nous avons eu à faire face aujourd'hui. Et l'idée, c'était malheureusement de faire le constat que cette pandémie, en tout cas cette crise sanitaire, n'était pas forcément derrière nous, et de se mobiliser pour permettre à ces populations qui sont, je dirais, plus difficilement en mesure d'exercer leurs droits, de pouvoir continuer à le faire dans ce contexte très particulier que l'on traverse depuis 1 an et demi. Et pour finir, vous avez fait une déclaration commune, vous pouvez nous en dire plus ? Ce qu'on a souhaité faire, c'est nous s'engager à notre niveau, à avoir une montée en compétences sur les instruments et les outils juridiques qui sont aujourd'hui mobilisables pour permettre d'avoir une lecture, je dirais, prospective et transgénérationnelle des droits fondamentaux qui sont consacrés aujourd'hui. Et puis, de façon plus générale, on appelle les États à mettre en place un cadre pertinent et ambitieux pour la protection des générations futures. Donc, nous appelons les États dans l'environnement francophone à mettre en place ce cadre ambitieux, à confier à une institution indépendante de type ombudsman la mission de veiller à la prise en compte des besoins et des droits des générations futures. Et puis il y avait un projet qui avait été évoqué par les États à la fois au sommet de la Terre de Rio en 1992 et puis de Rio plus 20 en 2012, qui était d'instituer au niveau onusien un haut commissaire pour les générations futures, parce qu'on est vraiment sur des problématiques qui sont interétatiques, qui sont planétaires. Et donc on appelle aussi à cette représentation au niveau onusien. Voilà ce que l'on pouvait dire de ces 2 journées de rencontres internationales des ombudsman et médiateurs de la francophonie. Anis Wood, merci. Merci Fabien. On passe à notre premier point sur l'information avec vous, Yannick Debever. Bonsoir. Vous nous l'aviez annoncé vendredi dernier. La vaccination est désormais ouverte aux salariés de Monaco et les conditions ont été communiquées ce lundi soir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Ce sont les assurés sociaux des régimes monégasques de 50 ans et plus qui sont donc concernés par cet élargissement de la vaccination. Si vous êtes volontaire, vous devrez vous signaler au centre d'appel Covid-19, joignable tous les jours entre 8 et 20 heures, ou bien sur le site internet vaccinationcovid19.gouv.mc. Un rendez-vous sera fixé à l'auditorium Régnier 3. La vaccination reste gratuitement accessible à tous les monégasques et les résidents de la principauté de plus de 12 ans. Et à côté de chez nous, en France, le président Emmanuel Macron a également annoncé de nouvelles mesures sanitaires et cela peut concerner les monégasques. Exactement 3 grandes mesures annoncées ce lundi soir lors d'une allocution télévisée. La première concerne la vaccination. Elle devient obligatoire pour le personnel soignant et tous ceux travaillant au contact de personnes vulnérables. Le pass sanitaire est également étendu. À date du 1er août, il sera nécessaire sur les lieux de loisirs et de culture, dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, établissements de santé et les voyages en avion, train et car longue distance. Enfin, les tests PCR ne seront plus gratuits à partir de cet automne, sauf sur prescription médicale. Ces nouvelles mesures ont été adoptées pour tenter de freiner la propagation du variant Delta qui ne cesse de progresser en Europe. Aujourd'hui, seulement 20% des femmes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont un accès à Internet et aux nouvelles technologies. C'est la problématique sur laquelle s'est concentré le Forum des femmes entrepreneurs de l'Union pour la Méditerranée. Et Monaco était représenté à ce forum par l'intermédiaire de son Excellence, Madame Catherine Fautrier, ambassadeur de Monaco en Espagne. Une réunion en visioconférence entre femmes entrepreneurs, décideurs politiques et acteurs économiques, avec l'objectif de réduire la fracture du numérique entre hommes et femmes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Un enjeu professionnel important tant le numérique est devenu un outil majeur pour l'insertion sur le marché du travail.
Avec cette participation, la principauté prouve encore une fois son engagement pour l'entrepreneuriat féminin. Dans l'actualité également, faites attention, demain, pas de service de poste. Tout à fait, ce mercredi 14 juillet, date de la fête nationale française et jour férié en France, les bureaux de poste de la principauté n'ouvriront pas leurs portes. Pas de distribution de courrier non plus, ni même de relevage des boîtes aux lettres. L'activité reprendra normalement dès le lendemain. On reste dans le domaine postal avec ces 2 nouveaux timbres qui seront mis en vente par l'Office des timbres pour la rentrée prochaine. Un premier avec 3 Maine Coon représentés à l'occasion de l'exposition féline internationale qui se déroulera à Monaco les 16 et 17 octobre 2021 et un second dessiné par l'association Eugenio Benedetti Gaglio en l'honneur du 60e anniversaire de la mort de Carl Gustav Jung, père de la psychanalyse. Cette association vient en aide aux patients du service psychiatrique de l'hôpital Princesse Grasse à travers des séances d'art-thérapie. Les 2 timbres seront disponibles à la vente à partir du 7 septembre prochain. Merci Annick, on vous retrouve dans quelques instants. Il y a quelques mois, en début d'année 2021, la SBM procédait à une restructuration pour faire face à la crise sanitaire. Avec 227 départs volontaires, 2 départs contraints pour une économie de 18,5 millions d'euros par an. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Biamonti pour savoir comment se porte le groupe, ce qui est fait pour dynamiser la période estivale, ce qui va être fait à la rentrée et les nouvelles organisations au sein de la SBM. Voici l'entretien du président du groupe Monte Carlo SBM. Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. Il y a du changement à la SBM, changement d'organisation notamment au niveau de la direction des jeux et des opérations hôtelières, c'est bien ça? Oui, nous avons décidé de se renforcer au niveau de la cohésion des équipes. Et donc nous avons nommé Pascal Camilla qui était responsable de l'activité jeux, il devient responsable des opérations et à ce titre il supervise les jeux et les hôtels. Et en parallèle, nous avons nommé un directeur des casinos, qui est donc responsable de cette activité jeu, qui est M. Rudy Tarditi, qui était le patron du Casino Café de Paris, qui devient patron de l'ensemble des activités jeux. Quel est l'objectif de ce changement? L'objectif, c'est de travailler plus ensemble. Pascal Camilla vient lui-même de l'hôtellerie, il était passé de l'hôtel, il était patron de l'Ermitage, il était devenu patron des jeux, on lui confie maintenant l'activité jeux et hôtels, de façon à ce que tout le monde travaille beaucoup plus ensemble, avec une seule équipe, un seul objectif, le bien de la Société des Bains de Mer et pas on essaye de désiloter cette société qui en a toujours grand besoin. Autre réorganisation, cette fois au niveau du marketing, de la communication et des ventes? Au niveau du marketing, on a une solution que l'on a mis en place après le départ d'Axel Openau, qui avait resté avec nous plusieurs années et qui a demandé à profiter du plan de retraite anticipé. On a fait monter des jeunes talents, que des femmes d'ailleurs, au niveau marketing pur d'Oli Bascou, au niveau contrôle de qualité, parcours du client, Carole Etiévan et Alice Gentil, le tout supervisé par Thierry Consigny, qui était notre consultant extérieur, qui a sa propre agence de publicité. Et donc on a créé un comité marketing présidé par Thierry et ses 3 dames. Et j'y assiste régulièrement pour bien comprendre ce qui se passe. Et puis de là, on rebondira sur une solution plus définitive dans l'avenir. Alors l'été est une période cruciale pour la SBM, pour le tourisme en général. Qu'est-ce que vous faites pour dynamiser cette période estivale en période de crise sanitaire? Bon, crise sanitaire qui, dans un premier temps, a l'air plutôt de s'améliorer, même si, bon, il y a ce variant Delta. Mais enfin, à l'instant T, on est quand même dans une position bien meilleure qu'on ne l'était il y a quelques mois. Le Jimmy's, qu'en est-il? Que va-t-il se passer cet été? Écoutez, on est en train d'y réfléchir. Notre intention, c'est de réouvrir. Il faut le remettre en place. Il faut comprendre exactement comment ces contrôles sanitaires seront faits. Est-ce que... vous voyez, on a testé sur la rascasse. La réalité, c'est qu'on a testé sur la rascasse. Si vous restez à 74 décibels, vous n'avez pas besoin des réglementations de nuit. Donc on va rester tous nos établissements à 74 décibels. Rascasse, Coya... on ne va pas monter. Le seul où la question se pose, c'est celle que vous me posez, c'est le Jimmy's. À 74 décibels, vous ne faites pas une boîte de nuit. Donc il faut monter au-dessus. Pour monter au-dessus, il y a des règles qui s'appliquent. Et ces règles-là, on est en train de les étudier pour savoir à quand, comment on va ouvrir. Une fois de plus, notre intention est d'ouvrir, mais c'est quand même assez compliqué. On est en place pour ouvrir, on a le personnel, on a les DJ, tout est en place. Et c'est plutôt une question de quand que comment. Est-ce qu'on ouvre tout de suite ou est-ce qu'on ouvre un peu plus tard dans la saison? La réflexion est en cours.
Une date habituellement incontournable, l'été, c'est le Gala de la Croix-Rouge. Là, cette fois, c'est un concert d'été, c'est particulier. C'est le concert d'été de la Croix-Rouge, effectivement, c'est particulier. C'est d'autant plus particulier que pour la première fois, nous le faisons sur la place du Casino, avec l'estrade face au Casino. La vedette, c'est Jimmy Cullum. Et nous espérons que ce soit un grand succès. Malheureusement, à l'instant T où je vous parle, les prévisions météo ne sont pas bonnes du tout. Et on réfléchit à des solutions de oui, secours. on aura un backup. Dans le pire des cas, on a un backup avec la salle Garnier à l'Opéra, oui. On a parlé de l'été. Qu'est-ce qui est fait pour la rentrée, pour septembre, pour l'automne ? Pour l'automne, on a un thème. J'espère qu'on pourra le développer parce que, vu ce qui se passe en ce moment et ces remontées du virus, ça m'inquiète un tout petit peu. Mais le thème qu'on avait choisi, c'est Liberté Monte-Carlo, avec un concert de lancement le 10 septembre. Et puis ce thème des libertés récurrent tout au long de l'automne, avec comme concept, exemple, quelque chose qu'on essaye de monter, c'est une soirée sur les toits du Casino. Il y a un thème de la vigne à l'hôtel Hermitage, où on ferait courir une vigne. Bon. Il y a pas mal d'idées on n'a pas encore finalisé, mais enfin, le thème liberté, et par liberté, on entend des choses que nous n'avons jamais faites et qu'on va essayer de créer pour l'occasion et pour attirer des gens en principauté dans cette période-là. Alors, il y a eu une restructuration de la SBM il y a quelques mois. Comment flotte le bateau SBM sur cette crise sanitaire? Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez pris la bonne direction? Alors, vous savez qu'on a un exercice qui démarre le 1er avril. Les 3 premiers mois ont été plus difficiles que prévu, parce que quand on a fait le budget, on s'attendait à un redémarrage, enfin, une atténuation de la crise sanitaire un peu plus rapide. Donc, les 3 premiers mois, on est pour le moment un peu en retard sur le budget. Juillet, on voit plus que des frémissements. Le juillet est bon à très bon. Et août se présente plutôt bien. Donc l'été, qui est une période très importante pour nous, juillet-août, semble vraiment en bonne position, en bonne forme. Et puis l'automne, on va essayer de l'animer avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc un été qui devrait bien se dérouler. Jean-Luc Biamonti, merci. Je vous remercie. Nous vous avons parlé à l'instant du concert d'été de la Croix-Rouge monégasque, ce vendredi avec comme artiste Jimmy Cullum, le chanteur-pianiste qui propose un mix entre jazz et pop. Mais il ne faut pas oublier la suite de la saison du Monte Carlo Sporting Summer Festival avec entre autres Zucchero, Paolo Conte, Enrique Iglesias, les Gypsy Kings et bien d'autres. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la SBM. Au niveau de l'aire de Beau-Soleil, sur l'autoroute A8 a eu lieu aujourd'hui la cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle bretelle qui portera tout simplement le nom de Bretelle de Beau-Soleil. Sa création vise à désengorger le trafic en direction de la Principauté. Écoutons Marie-Pierre Gramaglia à ce propos. Elle a en tout cas vocation à répondre partiellement à ces problèmes de circulation. Et la Principauté de Monaco met tout en œuvre pour améliorer son accessibilité le matin aux heures de pointe et la sortie aux heures de pointe en fin de journée. Et cette bretelle va répondre en partie à va permettre d'améliorer l'accessibilité le matin, je l'espère. Le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme était interrogé par Sandrine Nègre. Cette nouvelle desserte routière a été à plusieurs reprises demandée, notamment par les usagers. Alors les automobilistes bien sûr, mais pas seulement. Les riverains de la Turbie aussi, on les écoute. Il y aura beaucoup moins de circulation dans la Turbie. Ce sera un peu moins dangereux parce que c'est un axe quand même relativement dangereux. C'est très bien parce qu'en fait les gens qui envahissent tous les jours la Turbie, c'est surtout des transitaires qui descendent sur Monaco. Donc ça ne fait que des contraintes. Le matin de 7h30 à 8h30, voire 9h, c'est le bouchon. C'est vraiment le gros bouchon. On se croirait un peu sur le périph' de Paris. En tout cas, nous on espère, parce que pour rentrer et sortir le matin, c'est l'enfer. La mise en service de la bretelle de Beau-Soleil est prévue pour fin 2022. On vous a parlé récemment des galeries d'Art Hauser & Wirth, Art Curial ou encore de l'exposition de la Fondation Giacometti au Grimaldi Forum. Le marché de l'art prend son envol en Principauté et cette semaine, du 13 au 18 juillet, la Monaco Art Week propose sa 3e édition. Un parcours riche dans les différentes galeries de la Principauté. Reportage de Juliette Rappert. Permettre au public de découvrir l'art sous toutes ses formes et dans ses différentes périodes, c'est le pari de la 3e édition de la Monaco Art Week. Une quinzaine de galeries et maisons de vente réparties sur 3 quartiers de la Principauté, la Condamine, Monte-Carlo et le Larvotto. L'idée pour Monaco Art Week, c'était de promouvoir la place de Monaco comme hub artistique international. Donc on a un parcours derrière l'invitation et nous, particulièrement Art Curial, on présente Monaco Sculpture en partenariat avec la Société de Bains de Mer. Donc vous pouvez aussi voir dans les jardins de Casino, toutes les belles palaces du SBM, l'hôtel Hermitage, l'hôtel de Paris.
à l'extérieur et à l'intérieur toutes nos jolies sculptures. L'occasion de mettre en avant les talents artistiques et créatifs qui résident à Monaco, mais aussi de découvrir des tableaux de maîtres et des collections de particuliers. Les gens qui viennent ici ressentent en fait quelque chose comme un mini-musée, mais c'est à vendre. Parce que là, par exemple, on a, comme on l'a dit, on a une palette de tableaux des grands maîtres du XXe siècle. C'est pas tous les jours que l'on voit ça. Un parcours artistique au sein de la Principauté qui attire chaque année un public toujours plus nombreux. Parmi les galeries du parcours de la Monaco Art Week, la galerie 22 qui accueille en ce moment une exposition photo célébrant les 10 ans de la maison de vie créée par la princesse Stéphanie à Carpentras. Nous y reviendrons demain. On ouvre notre onglet sport avec vous Yannick Debever et un beau recrutement de l'AS Monaco FC. L'international espoir allemand Ismail Jacobs a posé ses valises sur le Rocher. Coût de la transaction 6,5 millions d'euros. Le polyvalent arrière-gauche de 21 ans nous vient de Cologne où il a été formé et a découvert le haut niveau en Bundesliga. Tout cela pour un bilan de 4 buts et 4 passes décisives en 47 matchs. Il s'est dit heureux de rejoindre un club si prestigieux et motivé à l'idée de jouer la Coupe d'Europe. Toujours en foot, Oleg Petrov s'investit dans les hautes sphères du football européen. Le vice-président de l'AS Monaco vient d'être nommé représentant de l'Association européenne des clubs, dont le conseil d'administration est dirigé par Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. La mission de l'ECA au sein du conseil stratégique du football professionnel de l'UEFA est de trouver des solutions aux problèmes majeurs qui touchent le football aujourd'hui. Cette nomination permet aussi à l'AS Monaco de bien figurer dans les instances européennes. En basket, après l'arrière Marcos Knight la semaine dernière, la Roca Team prolonge encore un joueur important de la rotation pour la saison prochaine. Exactement, une bonne nouvelle de plus, c'est Ibrahima Fall Faye qui vient de signer un bail d'1 an supplémentaire à l'AS Monaco. Le pivot sénégalais arrivé en cours d'année dernière a vite montré ses qualités défensives et offensives. Avec le recrutement de Jerry Boutsieli et la prolongation de Fall Faye, tout le Rocher se demande maintenant si Mathias Le Sort sera de l'aventure l'an prochain. Un trio qui fait rêver, une rotation de luxe pour dominer les raquettes en Betclic Elite et en Euroleague. A noter également le départ de Dibost en fin de contrat à l'ASM. Le meneur de jeu a décidé de rejoindre les Turcs du Galatasaray. C'est la dernière projection de la saison pour l'Institut audiovisuel de Monaco et ça sera en plein air au Fort Antoine ce vendredi à 21h avec un Woody Allen. Vincent Vatrican va vous donner sûrement l'envie d'aller voir ce film. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on s'attaque à un Woody Allen, Broadway, Danny Rose, c'est un film de 1984. 84. C'est vrai, vous avez raison, il faut se repérer parce que Woody Allen tourne beaucoup. Exactement, un film par an. Un film par an, voire deux. Est-ce que c'est un Woody Allen majeur, un Woody Allen mineur selon vous? Alors, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'un Woody Allen majeur et un Woody Allen mineur? C'est un petit grand film. D'accord. C'est un petit film parce que tourné très vite, petite histoire, pas beaucoup de personnages, pas de grands acteurs. C'est-à-dire qu'on s'attend à peu de choses en regardant un peu le... Sauf que c'est un film qui illustre très bien ce qu'est Woody Allen. C'est peut-être ça la performance du film. Le Broadway Danny Rose, c'est Danny Rose, un impresario totalement ringard, qui lance des shows et des personnages sur la scène totalement improbables, du genre un patineur unijambiste, et il y en a d'autres. Dont les numéros ne marchent quasiment jamais. Et en fait, son histoire est racontée au présent par des gens âgés qui se retrouvent dans un bar et qui racontent l'histoire de ce personnage. Toute petite histoire très simple, mais qui illustre très bien la mécanique Woody Allen, le côté aussi délirant de Woody Allen et comment, d'une écriture extrêmement simple et linéaire, il arrive à enchaîner une histoire qui coule toute seule, qui n'a pas besoin de rebondissements extraordinaires et qui est franchement extrêmement drôle. On peut dire que c'est une sorte de vaudeville new-yorkais. Tout à fait, ouais. Je prends.
C'est tout à fait ça. Écrit rapidement, mais très très bien écrit. Un personnage féminin qui est joué par Mia Farrow. Donc c'est le personnage qui va accompagner Danny Rose dans toutes ses mésaventures, puisqu'il est traqué par la mafia. Enfin, des situations totalement burlesques. On est absolument dans un registre qui est... Woody Allen, on est parfois dans la demi-teinte. Là, on peut être franchement dans le burlesque. De manière absolument improbable, les deux personnages, Mia Farrow et Woody Allen, qui ont la mafia à leur trousse, se retrouvent dans un hangar qui est en fait un lieu où sont stockés des chars de foire, se retrouvent à inhaler un gaz hilarant et du coup leur voix est transformée. Enfin, écrit comme ça, on se dit que c'est improbable. Le résultat est une scène qui est une des plus belles scènes du cinéma de Woody Allen, franchement drôle. Voilà, allez voir Broadway, Danny Rose. Ça sera en plein air en plus, au Fort Antoine. Absolument. Merci Vincent Atrican. Merci Fabien. Yes, and what did your husband do? Little bookmaking, loan sharking, extortion, like that. Professional. Who are you? Danny Rose, theatrical management. Who else he handled besides Lou? One of the great balloon folding acts of all time. Au Fort Antoine ce vendredi à 21h en fonction de la météo. Avant vendredi, quel temps fera-t-il ce mercredi ? Le temps est stable en ce moment sur Monaco. Quelques nuages viendront charger le ciel, mais le soleil restera bien présent. Petite chute des températures avec 18 degrés au lever du jour et 24 au meilleur de la journée. La mer sera quant à elle à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h59 pour se coucher à 21h12. Et enfin, demain, mercredi 14 juillet, c'est la fête nationale française, mais également la Saint-Camille. Camille, qui est le saint patron des infirmiers, des malades et des hôpitaux. Vous l'avez dit, Yannick, demain nous serons le 14 juillet, la fête nationale française. Nous recevrons à ce propos dans le journal l'ambassadeur de France à Monaco. On se quitte comme d'habitude avec les photos du jour signées Emmanuel Vitali et consacrées à la Monaco Art Week dont nous vous avons parlé dans cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à 19h. À très bientôt. Au revoir.